Salut à tous. Déjà, je vais commencer par prendre un petit kiff là. Je vais vous prendre en photo. Super, merci. Donc, du coup, oui, je m'appelle Romain. J'ai 25 ans avec, on va dire, quelques années d'expérience en plus. Et je suis lead développeur chez Akeneo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un éditeur logiciel nantais et on fait ce qui s'appelle un PIM. Donc, PIM, c'est Product Information Management. C'est un outil qui est destiné en fait aux entreprises pour enrichir les données de leurs produits et ensuite les diffuser vers des canaux de vente. Canal de vente, c'est un site e-commerce, du catalogue papier, de la marketplace, etc. Et du coup, j'ai été amené à travailler sur des volumétries de plusieurs dizaines de millions de produits. Et je voulais vous faire un retour d'expérience sur les problèmes qu'on a rencontrés chez Akeneo de par l'utilisation en fait, de doctrines et des traitements de masse. Qui est-ce qui travaille, qui travaille sur un projet doctrine? Nickel. Super. J'espère que ça va pouvoir vous donner quelques petites astuces en fait pour vous aider à faire des traitements de masse si vous en avez ou si vous tombez dessus un jour. Alors pourquoi ce titre? Tout d'abord parce que PHP en fait ça n'a pas été conçu à l'origine pour faire des traitements lourds. À la base, on est fait pour faire du web. Donc on a une requête HTTP, on a une réponse et puis après ça repart. Enfin on repart de rien, quoi. Il y a une notion de timeout notamment. Et comme beaucoup de systèmes, faut faire attention bien sûr à la consommation mémoire. Euh, il n'y avait pas de CLI non plus à l'origine de PHP. Alors bien sûr, ça évolue beaucoup, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Deuxième chose, ces doctrines. Alors j'ai mis carrément leur documentation officielle. Donc Doctrine, c'est un ORM et comme tout ORM, en fait, il n'est pas du tout fait pour traiter des grosses volumétries. C'est la première erreur en fait qu'on a fait, c'est de ne pas lire la doc. C'est un petit peu dommage parce que ça nous a causé quelques soucis derrière. On a beaucoup pesté en fait sur Doctrine en critiquant comme quoi c'était pas bien et tout. Puis après on s'est rendu compte qu'on faisait de la merde en fait, qu'on ne savait pas faire, qu'on l'utilisait mal. Et on a appris beaucoup de choses à partir de ça. Alors ça, je sais pas s'il y en a qui vont l'avoir. C'était pour dire que je suis pas là pour polémiquer sur Doctrine. Merci. Du coup, j'aime aussi la bière. Je vous avais dit qu'il y aurait de la bière. Donc, j'ai fait un petit site web en fait pour illustrer mon talk, où je gère, donc en PHP 7, en MySQL, Symfony, un truc vraiment classique. Et on a un modèle en fait assez simple où on a donc une bière qui est liée à une brasserie, qui est liée à une catégorie. Donc catégorie, c'est un type de bière en fait, si vous voulez. On a une notion d'unicité, de code qui est unique et qui va permettre en fait de faire des recherches sur quelque chose d'un peu plus parlant qu'un ID. C'est comme un slug, hein, par exemple. Et donc on a une relation many-to-one vers la brasserie et vers la catégorie. Le mapping, il ressemble à ça. Donc on a un repository spécifique que je vais vous présenter après. C'est vraiment très classique. On a un index quand même sur le code. On peut imaginer qu'on va rechercher dessus, donc on va quand même le mettre. On a notre contrainte d'unicité. Derrière notre repository, on a fait un petit truc un peu maison pour chercher sur le code. Voilà, en gros, on va juste faire une recherche et retourner un résultat qui correspond au code donné. Nos colonnes, alors j'ai mis des petits points parce que ça prend quand même pas mal de place, mais on est sur des choses très basiques. Et nos relations, en fait, c'est la même chose, c'est du many-to-one et il n'y a rien de... Tout est normal, on suit la doc de ce côté-là. Et voilà, mon application est prête, donc j'ai développé quelques services CRUD, et puis voilà, je suis prêt à mettre en prod, sauf qu'en fait, j'ai oublié qu'il fallait que j'importe quand même des données, parce que ça peut être pratique en fait sur un site web d'avoir des choses à montrer, et pas juste un panneau d'admin pour tout créer. Après, la base est prête, le panneau d'admin est prêt, on sait créer une bière, donc on peut partir du principe en fait qu'on peut en créer 10 000, 20 000, il n'y a pas de souci. Et c'est là en fait qu'on commence à patauger un peu dans le lait pour le chat.
c'est des situations en fait, qui peuvent arriver pour des contraintes de temps. Ça peut être parce que vous récupérez un projet en TMA. Vous voulez limiter les régressions également sur votre projet. Nous, c'était notre cas où on n'était pas à ce point-là en fait à se rendre compte qu'au dernier moment qu'il fallait faire des imports, mais c'est quelque chose qu'on a testé sur une faible volumétrie et on s'est rendu compte, faible volumétrie c'est 3 à 5 000, et on s'est rendu compte plus tard qu'en fait on traitait des millions de produits et forcément notre stack elle n'était pas du tout prévue pour, et les problèmes qu'on n'avait pas à l'origine, ils se sont petit à petit présentés à nous. Alors on va commencer avec un import de brasserie. Donc je fais un fichier CSV, 2000 lignes. On part sur une base de données qui est vierge. Et pour ça, du coup, on va faire une commande Symfony avec juste un file pass en entrée. Voilà à quoi ça représente. Donc en fait, on ouvre un fichier, enfin notre fichier d'input en fait. Et puis on va itérer dessus. Donc on récupère les headers, on fait un tableau associatif pour chaque ligne. Et puis à partir de ça, donc je vais vous présenter la méthode process. En gros, on va créer notre objet brasserie à partir de ça. On valide quand même. Si on n'a pas d'erreur, du coup, on persiste et on flush. Et si on a des erreurs, on les affiche. Ça paraît simple. Le process, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir du code, il va aller chercher éventuellement une brasserie. Et s'il n'en a pas, il va instancier une nouvelle brasserie. Et dans tous les cas, il va setter les propriétés de l'objet et le renvoyer. Donc quand on lance ça, le premier truc à faire attention, en fait, c'est la consommation mémoire en environnement de dev. Faut savoir, alors, par défaut, Symfony, pardon, il utilise l'environnement de développement pour lancer les commandes. Tous les objets, toutes les entités, en fait, sont gardées en mémoire à un moment donné. Donc si vous voulez traiter des grosses volumétries, il faut toujours vous mettre en environnement de prod. On voit ici, en fait, qu'on a une différence de consommation mémoire et de temps, pour le coup, non négligeable déjà sur une petite volumétrie. Le deuxième point, l'avantage du dev, c'est que par contre, on peut tracer un petit peu ce qui se passe. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux requêtes. Donc la première, c'est mon find pour récupérer mon objet, s'il existe ou pas. Le deuxième, c'est la contrainte d'unicité en fait, de doctrine. Et ensuite, donc j'ai une transaction à chaque fois et une requête d'insert. Effectivement, j'ai pas batché en fait, mes imports. J'ai juste fait en sorte que sur chaque ligne, j'insère à nouveau de la donnée. Donc ça, c'est la première erreur un petit peu qu'on peut faire, c'est qu'il vaut mieux faire une seule grande transaction que plein de petites comme là. C'est pas du tout performant. Donc comment on va faire ça? On va implémenter tout simplement un batch size à l'écriture et on va appeler en fait la transaction, donc le flush. Ici, j'ai mis tous les 100. C'est un chiffre qui est purement random ici. À vous après de tester sur vos environnements pour voir ce qui est le mieux. Et du coup, on relance notre import. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a finalement une erreur, puisqu'on traite maintenant par batch. On a une différence sur la validation des données. En effet, en fait, là, dans mon file d'insertion, en fait, j'ai mis deux fois le même ID qu'il y a. Et du coup, même si je valide, j'ai quand même une erreur, mais là, en plus, elle vient de la base de données. Elle n'est pas envoyée par Doctrine, c'est vraiment la couche SQL CPDO qui me renvoie ça, en fait. Du coup, ce n'est pas ma contrainte d'unicité. Alors, comment ça marche? Alors là, je suis désolé, le schéma, il est un peu bourrin. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on va aller, du coup, sur un batch size de 1, on va aller chercher notre objet. Donc, on va faire une requête sur la base de données, l'objet n'existe pas. On va regarder ensuite s'il est unique ou pas. Pas de problème, il n'existe pas en base, on persiste, on flush, il y a une requête d'insertion qui est envoyée. Et ensuite, au deuxième objet, donc là c'est chaque heap, c'est le même, on sélectionne, l'objet est retourné, on check l'unicité, il est toujours unique, il n'y a pas de problème. Du coup, on persiste, on flush. Là, le deuxième coup, c'est une requête d'update qui est envoyée, puisque l'objet existe déjà. L'objet UOW, pardon, j'ai pas précisé, c'est l'unit of work. C'est le service Doctrine en fait qui est responsable de gérer toutes les entités en relation avec la base de données. C'est lui qui fait toute la synchronisation. Sur un batch 100, enfin 100 ou plus, à partir de 2, de toute manière, ça marche de la même manière. On va chercher l'objet. Donc il y a une requête SQL qui est envoyée.
il n'existe pas, on check l'unicité, il n'existe pas, on persiste, mais il n'y a pas de flush en fait qui est envoyé, il n'y a pas de commit. Derrière, on recherche à nouveau l'objet, on sélectionne, donc on a notre select qui est envoyé, bah, l'objet n'existe pas, ok, on check l'unicité, bah, il est unique, il n'y a pas de problème, on persiste à nouveau. Derrière, on flush, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 requêtes d'insertion qui sont envoyées. Et 2 requêtes d'insertion avec le même code qui est censé être unique. Du coup, ça veut dire que notre validation, en fait, elle n'est pas bonne. Donc, il va falloir penser différemment la validation. Donc, après, c'est vraiment tout simple à faire. Ici, l'exemple, c'est, bah, voilà, j'ai juste créé un validateur, et sur chaque objet qu'il récupère, il met ça dans un tableau, on stocke le code, et voilà. Il faudra penser à le réinitialiser sur des grosses volumétries, mais sur quelques produits, voilà, y a pas de, sur quelques bières, pardon, il n'y a pas de problème. Si on relance l'import, donc ce qui se passe, là j'ai mis la différence en fait entre un batch size 1 et un batch size 100. On a une différence de performance qui est quand même assez énorme. On voit que la mémoire utilisée c'est la même. On a notre validation qui remonte. On écrit donc plus que 1000 entités. Mais voilà, on a 20 secondes d'écart juste sur 1000 brasseries. Okay. Deuxième cas, on va mettre à jour en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait une erreur. Donc on va prendre cet objet-là, cette ligne-là, et puis en fait là j'ai juste changé le nom. Il y a une contrainte de longueur qui est de 100 caractères, et j'ai mis volontairement un nom beaucoup plus long pour voir un petit peu ce qui se passe. Du coup, c'est envoyé. Il y a bien la validation qui m'indique qu'il y a une erreur, et pourtant j'ai quand même le MySQL qui me renvoie un truc comme quoi il a essayé d'insérer de la donnée et la colonne name elle passe pas. Alors là on a du bol parce qu'on est en MySQL, je suis en MySQL 5.7, mais avant cette version, en fait MySQL était super sympa, ce qui tronquait la donnée, ce qui vous permettait en fait de ne pas avoir d'erreur. Donc vous pouvez insérer des conneries sans le savoir, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Donc là encore, j'ai remis un schéma avec l'unit of work. Donc notre commande, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle refait un find one by, elle exécute, l'unit of work envoie donc une requête SQL, on a bien une ligne qui est renvoyée, c'est pour un update. La brasserie revient à la commande, on la valide. La validation a dit bah non, cette entité-là, elle ne peut pas être persistée. Donc on ne la persiste pas. Le flush, il est quand même envoyé. Et bah, par contre, du coup, le flush, il envoie quand même une requête d'update. Et du coup, on a notre erreur SQL. En fait, ce qui se passe, c'est que l'unit of work, il calcule les modifications qui ont été faites sur les entités. Il calcule ça de manière implicite. Et du coup, vous voyez, dès qu'il y a un diff en fait, sur les entités, il va appliquer une requête d'update à partir du moment où il a chargé l'objet avec un find. En fait, ça, c'est dû à une option sur chaque entité qui s'appelle le Change Tracking Policy. J'ai mis le lien vers la doc doctrine. En fait, c'est la manière dont on va traiter toutes les modifications qui ont eu lieu sur les entités qui sont managées par l'unit of work. Il y en a 3 différentes. Donc, il y a le deferred implicite qui provoque quelques petits problèmes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appeler la méthode persist. Et en fait, l'unit of work va automatiquement calculer le diff sur toutes vos entités qui sont managées par l'unit of work. Le deferred explicite, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, vous êtes obligé d'appeler la méthode persist de l'entity manager pour qu'on calcule le diff sur cette entité-là. Pour le coup, il porte bien son nom. Et la troisième solution, c'est le notify. Donc là, c'est à vous d'implémenter le calcul du diff. Alors, plus on descend, plus c'est performant. Après, moi personnellement, je sais que le deferred explicite, je l'utilise tout le temps maintenant, parce que j'aime pas qu'on fasse les choses un petit peu trop à ma place. Et je veux garder la main là-dessus. Donc là, dans mon exemple, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est vraiment tout con. On a juste une ligne à rajouter. Et puis, puis voilà, ça marche. C'est beaucoup plus efficace aussi en update, puisque du coup, on fait des calculs de diff qui sont que sur les entités qu'on veut mettre à jour. Quoi d'autre?
Du coup, si on relance notre job, là on voit que tout se passe bien, notre validation elle a bien été appliquée, on n'a rien écrit et on n'a plus d'erreur SQL, c'est nickel. Alors, deuxième cas, on va commencer à corser. Alors, j'ai dit que j'aimais la bière, je suis désolé, je ne me suis pas trop respecté sur ce slide pour le coup. Donc là, on va importer un fichier de 10 000 lignes qui contiennent donc, des bières avec des liaisons sur du coup, la brasserie et la catégorie. Donc, si on lance, tout bêtement, voilà, on voit que ça tourne, ça met 32 secondes, c'est pas trop grave. Si on essaye sur un fichier un petit peu plus grand, eh ben en fait, je pense qu'il y en a déjà qui ont eu cette erreur-là, on l'a de temps en temps. Et là, la solution de facilité, c'est de dire, bon, c'est bon, j'ai juste mon memory à augmenter, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Le problème, c'est que le prochain coup, je vais peut-être avoir un fichier de 50 000 lignes, de 100 000 lignes, je ne sais pas, et ça pètera tout pareil. Ce n'est pas une solution, en fait, de dire, on augmente la mémoire de PHP. La solution, c'est de savoir pourquoi cette mémoire-là, elle est utilisée, et pourquoi elle n'est pas libérée, en fait. Si on regarde justement l'exemple, là j'ai testé sur 300 000 objets. Donc on voit que en fait, la consommation mémoire a fait que d'augmenter. Et petit à petit, le temps qu'on prend pour traiter, donc c'est 5000 objets à chaque fois, le temps qu'on prend pour traiter 5000 objets, petit à petit, il augmente quand même. Du coup, on risque d'arriver un petit peu à l'état de ce camion sur notre serveur, où en fait on explose complètement la mémoire. Et ça, c'est ce qui s'appelle du coup un memory leak. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est qu'on petit à petit, on augmente toujours la consommation mémoire. Le garbage collector, lui, il va essayer de libérer de la mémoire, donc il va être runné de plus en plus souvent. Sauf qu'en fait, il ne va pas réussir à libérer de mémoire, donc en plus, il tourne pour rien. Et du coup, le CPU est de plus en plus utilisé. On se retrouve avec des performances en fait qui chutent. Pour ça, on utilise, nous on a utilisé un outil qui s'appelle, donc c'est une lib.php qui s'appelle PHP même info, une extension PHP pardon, qui a été faite par Benoît Jacquemont. Le but, c'est de donner en fait des informations sur l'état de la mémoire à un moment T. Donc c'est sur licence MIT. Si vous pouvez l'utiliser, il y a aucun, ça coûte rien, c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer un petit peu plus comment ça marche. Alors, dans un premier temps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va dumper le contenu de la mémoire, et derrière, on va en fait analyser ce qui se passe. Donc la première analyse, ça va être de faire un résumé en fait de combien d'objets de tel type on a en mémoire, pardon. Ensuite, on va analyser la mémoire pour un type d'objet précis, et enfin, ça va être un petit peu plus compliqué, on va analyser en fait à quoi est lié notre objet. Comment ça s'utilise? Alors, c'est tout simple, on fait juste un dump de la mémoire à un moment. Alors, moi, là, je l'ai fait après le flush, parce que par rapport à la manière de traiter sur un batch size, en fait, le flush, c'est une fin de boucle, où en fait, tous les objets qui ont été flushés devraient être libérés. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est pas la peine de tester sur des millions de lignes. Vous pouvez tester ça juste sur 1000 lignes, ça suffit largement. Et le but, c'est de reproduire en fait cette fuite mémoire. Le dump, il ressemble à quelque chose un petit peu comme ça, qui ne nous parle pas forcément. La première fois qu'on voit ça, on est un petit peu effrayé, mais pas d'inquiétude. En fait, on a des analyseurs qui sont fournis avec PHP même info. Alors comment ça marche? Ici, on va lancer, donc ça c'est le dump mémoire, le fichier .log en fait c'est mon dump, donc je vais lancer l'analyseur summary sur ce fichier-là, et je vais avoir une sortie. Alors je l'ai mis un petit peu plus joli pour la presse, mais voilà, ça ressemble en gros à ça. Ça permet de compter donc, le nombre d'instances par entité. Donc ici, on voit que j'ai plus de 21 000 brasseries qui sont hydratées, j'ai 20 139 catégories, j'ai des résultats set mapping, bon ça je sais pas trop ce que c'est, et j'ai mes 10 000 bières que j'ai dans mon fichier. Donc on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est la manière de requêter en fait, derrière sur le type d'objet donné. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est les bières. Donc, c'est pas terrible de dire ça comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est la bière.
Voilà. Donc du coup, ça nous permet en fait de récupérer tous les objets avec leur adresse mémoire en fait. Et on voit à quoi ils sont liés ici. L'idée, c'est d'en prendre un peu aléatoire, pas forcément le premier, d'en prendre un peu au pif, et de voir ce qui se passe avec cette deuxième commande de refpass. Ici, ce qu'on voit, c'est que le container, il est, du coup, il utilise service, l'entity manager, il y a une propriété unit of work. L'unit of work contient une propriété qui est l'identity map, et après, on a en fait, l'identity map, c'est un tableau. On a du coup une string bière, après on a encore un tableau, et puis on a notre objet qui est tout au bout de ça. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à voir un petit peu suivre le fil en fait entre les objets et de pouvoir voir, bon là, je vois qu'il y a l'unit of work, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Ah, il y a l'identity map, ok, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Et en fait, quand on voit ce que c'est l'identity map, on peut creuser un petit peu plus donc dans la classe unit of work. Alors, l'identity map, c'est ce qui stocke en fait toutes les références vers les entités qui sont managées par Doctrine. C'est lui qui s'occupe en fait de savoir ce qu'il y a à synchroniser avec la base de données. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a plusieurs statuts en fait sur les entités. Notamment, on sait si elles sont nouvelles, si elles sont toujours managées, etc. Et ça évite, voilà, ce que j'ai mis, la duplication. Par exemple, si vous faites ce genre de choses, normalement, vous devez obtenir le même objet. J'ai mis un petit tableau aussi sur l'identité map, donc c'est pour ça on avait class name et l'ID hash, du coup c'était le chiffre 1 qu'on avait. Voilà comment on stocke dedans. Oui, donc ça permet excusez-moi, ça permet de récupérer un objet qu'on a déjà hydraté auparavant avec Doctrine. On a plusieurs manières en fait de détacher nos objets de l'unit of work afin de pouvoir les effacer de la mémoire définitivement. Il y a ce qui s'appelle le détache, donc qui s'utilise de cette manière-là. On peut aussi faire un clear sur un type d'entité donnée. Donc ça, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va regarder dans l'identity map tous les objets de ce type-là qu'on a, et ça va appeler la méthode détache qu'on a juste au-dessus. On a aussi le clear. Donc là, ça réinitialise tout l'unit of work comme si c'était rien passé depuis le début. Si on met ça en application, donc j'ai mis que, voilà, que les deux c'était les mêmes. Si on met ça en application, donc auparavant on avait une consommation mémoire à 92 mégas, et là on voit qu'on arrive un petit peu à descendre, donc on a 30 mégas d'utilisation de moins. Donc sur une plus grande volumétrie, on a déjà gagné un petit peu. C'est à peu près les mêmes performances. Ouais, c'est à peu près les mêmes performances en fait. En temps, on voit que c'est similaire. Enfin, sur cette volumétrie-là. Si on analyse à nouveau notre mémoire, on voit en fait qu'on n'a plus du tout d'objets bière. On a diminué donc tout ce qui était brasserie et catégorie. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et on sait aussi que même si on a beaucoup plus d'objets, sur un fichier beaucoup plus gros, on ne va pas en avoir davantage. Néanmoins, il reste toujours les catégories et les brasseries à dégager. On va voir un petit peu comment on fait ça. C'est pas forcément gênant de ne pas les détacher. Elles n'ont pas le même cycle de vie. Elles peuvent être réutilisées par d'autres bières, donc c'est pas forcément grave. J'ai quand même fait un petit exemple pour ça. Si on utilise un clear, là, ça va nettoyer l'intégralité de l'unit of work. C'est un tout petit peu plus long, parce qu'à chaque fois, on va aller rechercher à nouveau nos entités liées, mais on diminue encore un tout petit peu la mémoire. C'est pas des gros objets, donc c'est pas forcément gênant. Si on regarde à nouveau en fait ce qui se passe sur notre unit of work là, enfin sur notre mémoire, on n'a plus aucun objet après avoir fait un clear. Plus aucun objet entité. Là, il nous reste quand même ces objets-là, on en a un nombre assez important. Je vais vous montrer à quoi ils servent. En fait, il y a un chiffre qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on a 11 139, c'est qu'il y a 139 catégories, il y a 1000 brasseries et il y a 10 000 bières. Donc on peut avoir un petit indice sur... il y a peut-être un rapport en fait avec les requêtes qu'on fait sur la base. Donc voyons voir comment on va enlever ces dernières mémoires. Donc ça, c'est les trois objets qu'on a.
je ne vais pas rentrer dans le détail. Globalement, c'est des objets en fait qui sont liés à tout ce qui est query de l'ORM. En fait, c'est cette méthode-là que j'ai créée qui est complètement bidon. Alors, je ne sais pas si vous voyez directement pourquoi. En fait, ce code-là, il génère du DQL derrière. Donc là, ça va générer un DQL de ce type-là. Si je fais ce code-là, ça va générer celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DQL, les objets qu'on a vus, en fait, ils permettent de garder en mémoire, en sorte de cache local, en fait, la transformation de l'objet vers le DQL. Du coup, sur mon premier objet, sur ma première requête DQL, eh ben, chaque code va être transformé en DQL et je vais avoir un cache pour chaque appel. Ici, comme j'utilise un paramètre, eh ben, mon DQL il va être enregistré qu'une seule fois. Donc c'est super important d'utiliser les paramètres doctrine. Derrière, on peut faire aussi ce genre de choses qui est tout con. L'inconvénient, c'est que ça travaille que sur une seule table. Donc si vous voulez faire des jointures, c'est pas utilisable. Là, dans mon cas, du coup, j'ai basculé à ce test, à cette manière-là de faire. C'est beaucoup plus efficace. Je vais relancer l'import. Et ce qui se passe, c'est que donc avant, j'étais à 67 mégas de mémoire utilisée. Et en relançant ça, là, je suis à 14 mégas simplement. Si je teste sur un fichier plus grand, donc là, j'ai fait avec 1 million de lignes, on voit que ma mémoire, elle est complètement stable, en fait. Qu'est-ce qui se passe sur les exports? Parce que c'est bien d'importer de la donnée, mais c'est vrai que des fois, on peut être amené à l'exporter pour diverses raisons. Nous, on en a eu énormément besoin de l'export pour exporter vers donc, nos produits. Ici, j'ai refait une commande Symfony, toute bête. J'ai un input avec un file path. Ça va juste être le fichier dans lequel je vais écrire. Je prépare mes headers. Je fais juste le process inverse de ce que j'ai fait avant. Je fais un petit truc qui s'appelle le find all. Et c'est parti. Donc, ma méthode process, là, elle fait un petit peu l'inverse du coup de celle que vous avez vue auparavant. Elle construit un tableau CSV. Quand j'exécute, bah, en fait, je me retrouve avec, du coup, ça prend vraiment pas de temps. Là, j'avais que 10 000 entrées en ligne. Ça prend vraiment pas de temps, c'est super. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même, quand j'analyse ma mémoire encore, j'ai quand même mes entités qui sont toujours là. Ça veut dire toujours la même chose, c'est que sur une grosse volumétrie, ça va quand même me poser des soucis. Alors, le premier truc, bien évidemment, en fait, c'est de faire un clear. Juste après les avoir hydratés, vous n'avez plus besoin de rien, en fait, derrière. Donc, vous pouvez nettoyer là. Voilà le résultat. On est sur des perfs similaires. On a beaucoup moins d'objets, mais on en a quand même, en fait, qui restent un petit peu en mémoire. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on exporte 1 million de bières? Il faut les boire après. Hein, par contre. Le find all, il va juste péter un câble, en fait. On a plusieurs manières de requêter sur une base de données, mais ce qui est sûr, c'est que tout hydrater d'un coup, c'est le pire truc en fait que vous pouvez faire. Les manières, c'est les read offset limit, donc ça c'est le truc classique que vous pouvez faire en SQL. Et après on a d'autres notions que je vais vous présenter aussi, c'est le curseur de base de données et ce qu'on appelle du search after. Donc là, j'ai fait un select étoile sur ma table bière. Donc on voit déjà que ça prend 4 secondes à juste aller chercher, mais plus d'1 million de lignes, 1 600 000 lignes. Donc c'est vrai que c'est pas super performant. Avec l'offset limit, du coup, on va hydrater petit à petit les objets. C'est censé marcher en fait, quelque chose comme ça. Mais en fait, on se rend compte que plus ça va, plus ça prend du temps, plus on monte en fait. Là, par exemple, sur la dernière, je pars à partir du 1er million et je prends les 100 prochains. Et ben, ça me prend presque une seconde en fait pour faire ça. Et du coup, c'est-à-dire que tous les 100 objets, enfin toutes les 100 lignes en fait, je vais être obligé de, ça va me coûter ce temps-là. Et c'est une augmentation qui est linéaire.
Comment ça se fait? En fait, c'est par rapport à la manière de fonctionner d'une base de données, c'est qu'elle a besoin en fait de connaître le premier million en fait pour trouver les 100 prochains. Du coup, si on regarde, voilà, on a une augmentation qui est linéaire du temps de réponse. Le curseur de base de données, en revanche, c'est une connexion en fait, qui a lieu du coup, entre le client et la base de données et qui permet de renvoyer les lignes une par une. Là, on voit que c'est un petit peu plus coûteux en temps initial, mais par contre, dans le temps, on reste stable. Comment ça s'implémente? Eh ben, c'est juste, il y a quelques lignes à rajouter. Il ne faut surtout pas oublier le set attribute ici, sinon c'est PDO qui récupère tout dans un find all et vous aurez le même problème en fait de mémoire. Mais voilà, sinon c'est juste ça. On appelle la méthode iterate du coup derrière. Et bah voilà, il n'y a plus aucun problème, on continue à faire du clear, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même, en fait, vu que ça renvoie les objets un par un, vous pouvez même les effacer un par un, il n'y a pas de problème. Si j'utilise le curseur de base de données, voilà les performances que j'ai. Donc je suis toujours, là je suis sur une volumétrie bien supérieure. Et du coup, je vois que j'ai 112 secondes, 112 secondes pardon, pour, alors je sais plus, c'est 20 000 bières, je crois, à ce niveau-là. Alors ça doit être plus que ça, je sais plus combien j'en ai mis, je suis désolé. L'inconvénient du curseur de base de données, c'est que vous ne pouvez pas refaire de requêtes avec la même, genre sur du lazy load et tout, vous ne pouvez plus faire d'autres opérations de lecture ou d'écriture sur les tables. Sur cette table, pardon, qui est lue. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle du search after. Alors là, on a l'impression que c'est complètement, que ça augmente énormément. Alors on est sur on est sur une échelle entre 0 et 10 millisecondes. Donc en fait, c'est très faible et ça ne varie quasiment pas. Comment ça marche? Eh ben, c'est juste tout con. C'est qu'on va faire un order sur l'ID et on va juste faire un limite 100. Et en fait, ça va nous permettre juste de récupérer les 100 objets qu'on veut, et ils seront toujours ordonnés dans le bon sens, dans le sens dont on veut les récupérer. Et on voit en fait qu'on n'a aucune augmentation, même après 1 million, par rapport à l'offset limit, il y a quand même une différence qui est non négligeable. On va voir comment on implémente ça dans le code. Eh ben c'est tout simple en fait, il y a juste le query builder à utiliser, et puis bah, après il va falloir gérer un petit peu de son côté ce offset limit du coup. Quand on l'exécute, on a un tout petit peu plus de temps que le curseur de base de données. En revanche, on voit que la mémoire, elle est stable, elle n'a pas bougé. Et donc sur une grande volumétrie, on est assez tranquille. Derrière, pour résumer un petit peu tout ça, il faut penser à flusher au bon moment. À vous de faire des tests un petit peu sur les volumétries sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Ça dépend vraiment de la taille de vos objets. C'est complètement différent. La validation, il faut bien penser à pouvoir retravailler ça. C'est vrai que la manière dont est fait notamment l'unicité en fait avec Doctrine, c'est pas du tout adapté en fait à ces problématiques-là. Le tracking policy, alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà utilisé, ça. Ah, bah, cool, super. Donc ça c'est vraiment quelque chose où on a eu vraiment des grosses surprises, et pour trouver d'où venaient les problèmes, on y a vraiment passé du temps. Le nettoyage de l'unit of work, bah ça c'est le truc clé, bon ça je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et surtout faites attention à vos requêtes, c'est pareil, en fait ça paraît rien de juste stocker une string de côté, mais en fait c'est un coût qui est, bah, sur des gros volumes, c'est un coût qui est énorme. Voilà. Bah, c'est la fin de mon talk. Pour le coup, on peut imaginer qu'il y a tout un tas de choses, notamment on peut penser à faire du parallel import derrière, améliorer les perfs, faire du mass delete, etc. Aujourd'hui, chez nous, on est en train de regarder comment on peut directement transformer en fait nos datas depuis le SQL pour fournir ça en export.
et plus avoir, on a une structure qui est un peu plus complexe, donc ça nous permettrait de gagner pas mal de temps en perf. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie, et j'espère que ça vous a plu. Merci Romain. Ah bah, d'accord. Excusez-moi, je parle à mes collègues après. Donc des questions, on a 5 minutes pour des questions. Tout de suite. Bonjour, merci. Juste une question. Deux. Est-ce qu'on peut changer le tracking, la tracking policy au runtime et pas parce C'est une super bonne question. que là, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a activé ça sur une table, à chaque fois, il faut faire le persiste à la main. Oui. Du coup, partout dans le code. Donc, alors, c'est par entité que c'est fait. Mais ouais, oui, effectivement, ça veut dire que tu es obligé d'appeler explicitement le persiste. Ouais. Okay, ouais, et donc, au runtime, vu que Doctrine s'est mis en cache, ouais, je sais pas trop comment. Et pour les exports, pourquoi t'as pas parlé de iterate qui a l'air de pallier les problèmes que tu as soulevés. Je sais pas. Pardon, si, c'est le curseur de base de données, c'est l'iterate, justement. Ouais. D'accord, ok, merci. Une autre question. Allez, Gilles. Là, question. Merci beaucoup. J'ai appris pas mal de choses et j'ai été exposé au problème que tu as exposé il y a 2 mois. C'était un one shot, donc j'ai fini par m'en sortir, ça s'est bien passé. Mais le gros problème que j'ai eu à résoudre, c'est surtout que là, dans ton cas, tu as très peu de relations. Moi, dans mon cas, j'avais genre 15 entités qui étaient toutes liées les unes aux autres et c'était un gros problème pour gérer les perfs, quoi. Ouais, c'est aussi un des problèmes qu'on a. Et, chaque cas est différent, par contre, là-dessus. En fait, ouais, si tu as 15 relations, c'est compliqué, ouais. Ça, complètement. Moi, j'ai la seule solution que j'ai réussi à mettre en place, parce que le problème, c'est de conserver toutes les entités pour pouvoir les relier à chaque fois, pour ne pas être obligé de les rechercher dans toute la base de données. Donc j'ai fait des trucs à la main, mais il n'y a pas de méthodologie, on va dire, qui serait liée à tout ce que tu as pu montrer pour gagner de la perf là-dessus. On peut utiliser l'ORM. Non, là, il faudrait voir en détail sur le cas, mais en fait, quand tu fais du clear, ça veut dire, oui, effectivement, que tu vas aller rechercher ta base de les données dans ta base de données. Et donc là, c'est ton MySQL ou autre qui va morfler. Il faut arriver à trouver un entre-deux. Et ouais, là, faut tester des trucs, quoi. Là, c'est des pistes, en fait, qui peuvent te permettre de faire ça. Une autre question? Ah oui, pardon. Hop. Rebondis. En fait, moi j'ai eu la même problématique et où justement j'avais beaucoup de relations. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai essayé de pimper un peu mes requêtes et en fait ça n'a rien donné. Enfin, j'avais gagné un peu de, enfin j'avais gagné. En fait, j'allais plus loin dans le process, j'ai gagné de la mémoire, mais finalement, en fait, ça finissait toujours par exploser. Et du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'était en fait, j'avais une commande qui faisait tout un tas d'inserts et tout. Et en fait, je passais par un bash. Et du coup, je lui passais mon limit offset. Et en fait, à chaque fois, il relançait la commande. Et du coup, en fait, comme ça relançait la commande, en fait, ça me nettoyait la mémoire complètement, quoi. Et, mais je pense que en fait, il y a un truc hyper intéressant, c'est le set parameter. Je pensais pas que ça pouvait être aussi gourmand. Je pense que c'est peut-être vers ça que je... En fait, quand tu affines, tu vois que le memory leak, il est de plus en plus faible, mais que tu en as toujours un petit. En fait, la mémoire, elle doit vraiment être complètement linéaire. Ça peut arriver que ça remonte un petit peu, mais parce que ton objet est plus gros, quoi, mais c'est tout. Et si tu vois que tu as une augmentation linéaire tous les batch size, ça veut dire qu'effectivement, tu as un memory leak, en fait. Donc celui-là, on l'a découvert je crois, il y a à peine 1 an. Et ouais, effectivement, c'est avec le PHP même info en fait qu'on a analysé la mémoire et qu'on a trouvé ça. Après, ce que tu fais en découpant par plein de batchs, c'est aussi une solution, hein. Si tu as un fichier d'import en fait que tu peux découper, c'est le plus simple, quoi.
Dernière question, et puis... Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question. C'est-à-dire que là, ce que tu as fait, il y avait des imports et des exports, mais pas d'update. Et donc quand tu utilises Doctrine en CLI, est-ce qu'il n'y a pas un risque en ayant une instance de Doctrine en CLI et une instance de Doctrine en simultané en web, Ah, oui, avec un risque d'incohérence de données sur l'une ou l'autre? Ah bah de toute manière, le dernier qui passe, il gagne quoi en fait. Le dernier update qui passe, c'est lui qui va... Oui, oui, tu peux avoir ce problème-là, ouais. Donc, merci Romain, encore.